plus, on a la quantité. Et pour comble de bonheur, pour les encadrer, ces candidats, on a des têtes de liste, exemplaires. J'appelle maintenant Nadia Vogue et j'appelle André Muchettin. Ce sont deux femmes non démontrées. Deux femmes qui ont démontré du courage, de l'intelligence, de l'initiative. Et donc, Nadia, c'est toi qui commences. Nadia Ho, tête de liste dans le département du Haut-Rhin. Merci à tous d'être venus si nombreux ce soir. C'est toujours un plaisir, vraiment un très très grand plaisir de vous revoir. Unserland, c'est pas seulement un parti régionaliste, autonomiste. Unserland, c'est un projet aussi de démocratie. C'est un parti qui remet en cause le système politique établi. Quand on regarde la France aujourd'hui, on sait qu'elle est au bord de la faillite économique, avec une dette et un déficit public de près de 2000 milliards d'euros, 97,5% de son PIB. Qui a perdu une grande partie de ses acquis sociaux et qui perd aujourd'hui en Alsace son régime local qui n'a plus que 6 mois à vivre. C'est une faillite démocratique aujourd'hui avec un usage immodéré du 49.3, des assemblées dont le président décide le passage en force par le Sénat, qui remet en cause toutes les demandes de référendum et qui en plus aujourd'hui impose l'état d'urgence pour 3 mois. Aujourd'hui, la France, elle est classée 23e sur l'échelle Marshall de la démocratie. On nous parle de fracture sociale avec 10% de pauvres. On oublie de nous parler de la fracture politique avec 50% d'abstentionnistes. Donc il faut aujourd'hui remettre en cause notre modèle politique et s'interroger un tout petit peu sur son origine. En France, quand on a mis en place la Constitution française, on s'est posé quelques questions. Il y avait un grand débat avec juste avant la Constitution entre Rousseau qui parlait de démocratie directe et participative et d'autres qui parlaient de régime représentatif. Et je vais vous dire maintenant comment s'appelait ce monsieur. Il s'appelait Emmanuel Joseph Sieyès, qui est co-rédacteur de la Constitution française. Et il nous dit, je vous cite, rappelez-vous quand même qu'il est co-rédacteur de la Constitution française, hein. La France ne doit pas être une démocratie, mais un régime représentatif. Le choix entre ces deux méthodes de faire la loi n'est pas douteux parmi nous. D'abord, la très grande pluralité de nos concitoyens n'a ni assez d'instruction, ni assez de loisirs pour vouloir s'occuper directement des lois qui doivent gouverner la France. Ils doivent donc se borner à nommer des représentants. Les citoyens qui se nomment des représentants renoncent et doivent renoncer à faire eux-mêmes la loi. Ils n'ont pas de volonté particulière à imposer. S'ils dictaient des volontés, la France ne serait plus cet État représentatif, ce serait un État démocratique. Voilà ce qui a présidé et qui préside toujours à la Constitution française. Le peuple, je le répète, dans un pays qui n'est pas une démocratie, et la France ne saurait l'être, dit-il, le peuple ne peut parler, ne peut agir que par ses représentants. Et on sait ce qu'ils ont fait, nos représentants, avec l'Alsace aujourd'hui et la réforme territoriale. Ils nous ont trahis.
penser qu'on a peut-être progressé vers la démocratie depuis 200 ans, mais pas du tout. Aujourd'hui, en fait, le mot démocratie a été complètement dévoyé. D'ailleurs, vous savez comment s'appelait le régime représentatif jusqu'au XXe siècle? Ben, le régime représentatif s'appelait la République. Donc, quand vous avez le petit Nicolas qui choisit son nom de parti, quand il choisit de l'appeler des Républicains, c'est pas aux Américains qui fait référence, non, au contraire. C'est un retour aux origines, un repli réactionnaire français vers le régime représentatif qui s'oppose à la véritable démocratie, la démocratie directe et participative, où le pouvoir est exercé par les représentants au mépris du peuple. C'est bien le sens du comportement de M. Richert, lui qui a foulé aux pieds les 115 000 signatures. On voit bien d'ailleurs que les partis nationaux s'entendent entre eux pour entretenir un système qui leur fournit une rente et crée une oligarchie, une caste de politiciens qui vit grassement sur le dos des citoyens, en vidant les caisses, en augmentant les dettes et surtout en trahissant les idéaux de la démocratie et de la souveraineté du peuple. Le résultat aujourd'hui, il est là, c'est la faillite économique et la France berceau des droits de l'homme et 23e sur l'échelle Marshall de la démocratie. Donc on se rende, c'est bien un projet de démocratie. C'est pas à la République qu'il faut se référer pour trouver une démocratie où le peuple gouverne. Je me réfère aujourd'hui à Abraham Lincoln, qui était président des États-Unis il y a fort longtemps, et qui disait « La démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. La démocratie doit être pensée par la base. Le peuple, tout doit partir de lui, et c'est pas l'inverse qu'on doit faire, c'est pas de l'État vers le peuple, d'un centre vers une périphérie. Au contraire, la question à se poser, c'est qu'est-ce que le peuple veut bien accorder à l'État? Une démocratie directe, c'est un peuple qui peut gérer directement ses affaires au moyen d'une assemblée constituante, de référendums d'initiative populaire, d'assemblées populaires, et qui peut aussi pratiquer la révocabilité des élus, et aujourd'hui, on en aurait bien besoin. Donc la question, c'est pas tant de rapprocher les centres de décision du citoyen, mais non, c'est plutôt comment faire pour redonner aux citoyens le pouvoir de décision. Donc comment faire aujourd'hui pour redonner aux citoyens le pouvoir de décision? C'est pas de décentraliser, mais c'est bien de rendre l'autonomie aux régions et aux collectivités. Le premier échelon de la citoyenneté, c'est la commune. En Suisse, c'est la commune qui va décider de la nationalité. C'est la commune qui a un parlement. Enfin, et l'échelon qui assure la cohésion sociale, territoriale, économique, historique et culturelle, qui assure l'unité des citoyens, c'est bien sûr la région. C'est bien pour ça qu'on veut nous en priver aujourd'hui. C'est cette volonté de désunir, de nier notre histoire et notre culture, car la réforme territoriale n'est pas autre chose que du négationnisme. Le peuple s'incarne dans sa région et vouloir faire disparaître l'Alsace, c'est vouloir faire disparaître le peuple alsacien. D'ailleurs, le sens de la phrase de Manuel Valls, il n'y a pas de peuple alsacien, et dans la foulée, on en fait une réforme. Alors évidemment, l'autonomie des collectivités, il faut tout de même que le peuple soit arrivé à une certaine maturité. Vous me direz, c'est un peu... Moi, ça m'énerve quand on me dit ça. Honnêtement, ça m'énerve. Il faut quand même mettre fin à cette perspective politique infantilisante où l'État, père tout-puissant, dicte à ses enfants, les régions, les citoyens, des lois qui sont de toute façon inadaptées, inefficaces, qui sont imposées sans concertation. Il distribue nos impôts de façon complètement opaque, injuste, sous forme de dotation globale de fonctionnement aux collectivités, comme on distribue de l'argent de poche à des collégiens.
responsables. Nous, citoyens, nous revendiquons des collectivités autonomes et responsables de leurs ressources financières, énergétiques, économiques et humaines. L'autonomie des collectivités, c'est tout simplement l'aboutissement de l'autonomie du citoyen. Comme le disaient nos collègues du Val d'Aoste, l'autonomie fiscale, c'est le nerf de la guerre. Le droit de lever des impôts, c'est fondamental. C'est aux régions de lever l'impôt et de décider de la part qui revient à l'État, et pas l'inverse. Aujourd'hui, on a une cascade du haut vers le bas. Une cascade du haut vers le bas avec des dotations et des subventions qui n'est pas autre chose que l'organisation d'un système clientéliste. Aujourd'hui, l'État et l'oligarchie administrative et politique captent tout et centralisent les ressources financières. Nos élus en région, dans les départements, les communes, qui sont la majorité des élus de France, n'ont aucun pouvoir de décision stratégique sur ces sujets. L'État les a transformés en mendiants de la République, voués au compromis les plus serviles pour conserver un peu de subvention pour leur collectivité. Pour tenir nos élus en laisse, l'État organise la pénurie. Pénurie qui n'est pas due à autre chose qu'un racket organisé, car on ne sait absolument pas combien l'État prélève et combien il redistribue. En Europe, comme le disaient nos collègues du Val d'Aoste, eux, ils en sont à 90% de redistribution sur place. L'Europe préconise au moins 80% qui devrait revenir au local. La dernière étude qui pouvait nous dire combien on recevait remonte à 1975 et on en était à 10% de reversement en local. C'est une honte, c'est du racket organisé. Les seules ressources des collectivités, la dotation globale de fonctionnement et quelques taxes. Quand on voit la pauvreté du budget de la CAL qui est aujourd'hui de 2,5 milliards, un budget qui est complètement ridicule et qui en fait est totalement à la hauteur des compétences qui sont allouées aux régions. Avec ça, on a le droit de jouer les concierges de lycée, mais c'est tout. On ne fait pas plus. On peut payer la couleur des trains, on peut payer les sièges dans le TER, mais à part ça, si payer le TGV, ça on peut encore. Mais décider de la stratégie, jamais. Ça, c'est l'État aujourd'hui. Enfin, des dettes importantes aussi. Quand on voit que l'Alsace est aujourd'hui dans la CAL, la région qui a le plus de dettes, avec 435 millions d'euros de dettes, même Bachy, président sortant de la région Champagne-Ardenne, nous disait « mais j'en veux pas de l'Alsace, on va se récolter toutes ces dettes ». Et Richard vient encore de signer pour près d'1 milliard de dettes à venir pour le GCO et moitié pour la fibre. On donne des chèques en blanc à nos élus, de toute façon, on ne peut rien contrôler, rien révoquer. L'autonomie énergétique aussi, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est capital. La perspective centralisatrice française s'applique aussi à l'énergie. C'est créer de grandes unités, en faisant prendre les risques aux régions d'ailleurs avec des centrales nucléaires. Rappelez-vous quand même qu'avant le monopole de la production électrique d'EDF de 46, l'autonomie était totale pour l'industrie alsacienne. Toutes les industries dans les vallées, qu'elles étaient papetières ou textiles, étaient totalement autonomes en termes de production d'électricité. Ça leur coûtait pas grand-chose d'installer une turbine sur les rivières de nos vallées. Aujourd'hui, ils sont obligés d'acheter à EDF. EDF, aujourd'hui, juste comme ça pour vous dire, l'énergie, une des énergies les plus coûteuses après le bois, après le pétrole, après le gaz, etc. C'est quasiment 4 à 5 fois plus coûteux que n'importe quelle autre énergie. Non seulement c'est coûteux, mais ça crée des déchets qu'on ne peut même plus traiter. Aujourd'hui, tous les déchets de la centrale de Fessenheim, on est obligé de construire des tombeaux avec des murs de 3 mètres d'épaisseur parce qu'on ne sait pas quoi faire avec. En Lorraine, il y a Bure. On va parler des Lorrains, non, pas Bure, c'est en Champagne, pardon. Mais vous avez, en Champagne, vous avez Bure où le gouvernement, avec de prétendus écologistes, essaie de leur imposer un centre d'enfouissement de déchets nucléaires. La population s'y oppose fermement. Mais encore une fois, c'est pas le droit, c'est pas la démocratie qui va gagner. C'est encore l'État qui s'oppose
au peuple. L'autonomie énergétique, j'y reviens. Vous voyez qu'aujourd'hui, Fessenheim, doit vendre à perte parce que tout simplement les prix du marché sont inférieurs au prix de production de Fessenheim. Donc quand on nous enfume à longueur de temps en nous disant que l'énergie nucléaire c'est pas cher, c'est totalement faux. Aujourd'hui, Fessenheim ne sait même plus quoi faire de son électricité. Heureusement qu'elle est arrêtée les 3/4 du temps. Donc il faut évidemment récupérer cette compétence de la production énergétique dans une stratégie d'énergie durable pour assurer un débouché pour nos entreprises exportatrices et surtout assurer la sécurité de notre population. Parce que c'est au peuple de prendre les décisions qui respecteront le bien commun. Rappelez-vous en 1977, quand on a voulu installer la centrale de Fessenheim, les manifestations étaient énormes. Encore une fois, on n'a pas respecté le peuple. Donc ce qu'il faut aujourd'hui, c'est penser en termes d'autonomie. Ce sont des petites unités de production. Chaque usine, chaque quartier, chaque ville doit pouvoir être autonome dans sa production électrique. C'est beaucoup moins cher et plus facile à maintenir que des centrales nucléaires. On n'a pas de panne générale, on n'a pas des coûts monstrueux et ça ne met pas en danger pour des millionnaires une région entière et sa population. On a besoin aussi d'une autonomie éducative. Chaque région a des besoins et des atouts particuliers. Que ce soit l'enseignement de la langue et la culture régionale, indispensable pour fédérer des citoyens qui se sentent responsables parce qu'ils peuvent s'identifier à un territoire qui leur est cher. Rappelez-vous Milan Lubel, l'historien tchèque, qui disait « Pour liquider un peuple, on commence par lui enlever la mémoire. On détruit ses livres, sa culture, son histoire. Puis quelqu'un d'autre lui écrit des livres, lui donne une autre culture, lui invente une autre histoire. Ensuite, le peuple commence lentement à oublier ce qu'il est et ce qu'il était. Et le monde autour de lui l'oublie encore plus vite. Voilà contre quoi nous devons lutter aujourd'hui, contre la perte de notre monde. Ce que nous voulons évidemment dans l'éducation, c'est aussi, c'est pas seulement amener 80% des jeunes au bac. Ce qu'on veut, c'est 100% de nos enfants heureux dans leur travail. Et c'est pour ça qu'il faut favoriser l'alternance et l'apprentissage bilingue dans une région comme l'Alsace qui est tournée vers l'Europe centrale. La responsabilité et la confiance en la capacité à être acteur de sa vie dans la société est un moteur du bien vivre ensemble et du bonheur tout simplement. Alors, si je vous ai parlé aujourd'hui de cette opposition entre ce régime représentatif et cette démocratie directe et participative, eh bien, c'est parce que j'ai confiance en vous. Je sais que c'est un sujet un peu ardu, mais moi j'ai confiance en vous. Je vous ai rencontré, je vous connais. Je ne suis pas là ni pour juger si vous avez la maturité ou non nécessaire. Comme disait M. Valigny, rappelez-vous, quand une sœur-Lande l'a rencontré il y a quelques jours, quelques semaines, une sœur-Lande lui a demandé « mais nous on veut un référendum ». Vous savez ce que M. Valigny a répondu, le secrétaire d'État aux collectivités? Il dit « mais écoutez, le peuple n'est pas encore assez mature pour ça ». Donc aujourd'hui, moi j'ai confiance en vous. Je ne suis pas là pour juger si vous avez cette maturité nécessaire. Je ne suis pas au-dessus de vous. Je dis juste que j'aime ce que vous faites. Vous, Alsacienne, gravez dans ma mémoire toujours cette image des femmes sous la neige, avec le retournevis dans le vent froid de l'hiver. Ça, je n'oublierai pas. Je pense que personne en Alsace ne pourra jamais oublier ce que vous avez fait. Je n'oublie pas non plus les Alsaciens réunis, le CPA, l'ICA, le Chic et les Kreis, la FDA, tous ces intellectuels, tous ces mouvements politiques et citoyens qui se sont mis au service des autres et surtout au service de l'Alsace. J'oublie pas tous les militants d'une sœur Lande, tous les sympathisants qui sont sur les ponts, qui sont dans les débats, qui sont dans les rues, sur les marchés, à tracter, à coller, qui sont là à distribuer la bonne parole, à tous nos colistiers, aux journalistes aussi qui ont bravé certains interdits. Je n'oublie pas, et c'est ce que j'aimais aujourd'hui, je n'ai pas la fierté d'être alsacienne parce que je regarde sur le passé en regardant nos anciens princes et nos anciens ducs.
Aujourd'hui, je suis fière d'être alsacienne parce que vous faites tout ça aujourd'hui. Ma fierté, c'est vous. Avec Unserland, c'est une révolution de la pensée et de la structure politique. Avec Unserland, on veut dépasser ce modèle périmé de république représentative qui méprise le peuple et sa souveraineté. Ce qu'on veut, c'est instaurer une véritable démocratie directe et participative, garante de la souveraineté du peuple, respectueuse de ses atouts et de ses décisions. Unserland aujourd'hui, tous ensemble, c'est le seul espoir, le seul projet politique et la seule alternative aujourd'hui pour rendre au peuple ce qui appartient au peuple, autonomie et souveraineté. Merci Nadia. Jawohl, Nummer 1 auf der Liste. Nora Lacaille, der Norwegian Festland. Jetzt Platz in der Municipal. Sie ist Nummer 1 im Unterlot für unsere Liste. Liebe Freunde, ich hoffe, ihr haltet es noch aus. Ich mache die Liste. Ich fange an mit einem Zitat. La dictature parfaite serait une dictature qui aurait les apparences de la démocratie, une prison sans mur dont les prisonniers ne songeraient pas à s'évader, un système d'esclavage où, grâce à la consommation et au divertissement, les esclaves auraient l'amour de leur servitude. Je remercie Christelle d'avoir partagé sur ta page Facebook cette citation d'Aldous Huxley, extraite du Meilleur des mondes. Nous y reconnaissons tout ce contre quoi nous nous battons. Une dictature sous les apparences de la démocratie. Certes, notre mobilisation concerne d'abord l'Alsace, unsere Heimat, unsere Geschichte, Zukunft unserer Kinder, unsere Muttersprache, unser Recht, unsere Culture, zwischen Rhin und Vogese. Mais notre combat, c'est aussi le combat pour la liberté. La liberté de penser, la liberté de parler, la liberté de refuser l'injustice, la liberté de remettre en cause un ordre établi et des lois qui sont mauvaises, absurdes et dont nous ne voulons pas. La liberté d'être ce que nous sommes. Wir wollen bleiben, was wir sind. Und das ist unser Recht. Je remercie aussi notre ami Jean Boymelin d'avoir si bien, à travers ses dessins, avec Lovely Elsa derrière les barreaux d'Alcatraz, exprimé le sens de notre combat, qui s'exprime aussi en chanson, par un des rares artistes alsaciens qui se mouillent à nos côtés, Robert Frank Jacobi. Hondeland. Merci Merci à vous tous qui vous êtes indignés, qui vous êtes levés, qui vous battez depuis des mois pour votre dignité de femmes et d'hommes libres, d'Alsaciens debout et fiers. Merci aux Alsaciennes pour la visibilité qu'elles donnent à notre combat, avec leur coiffe portée avec fierté et courage. Merci à vous tous que nous retrouverons dans les manifestations, sur les ponts, sur les marchés. Merci pour cette résistance qui s'organise et pour cette fraternité. Elsässische Brüderlichkeit, miteinander für freies Elsass, Widerstand. Widerstand, Elsass-frei. Merci. Wir sind's vorlieb, ganz genau. Merci à ceux et celles qui nous ont donné les moyens de livrer le combat là où les choses se jouent, dans les bureaux de vote, même si les dés, malheureusement, sont pipés. Merci à tous nos candidats de la liste non à la cale, oui à nos régions.
Merci à ceux qui tractent, ceux qui boitent, entendez, ceux qui distribuent les tracts et ceux qui les mettent dans le boîte aux lettres. Merci à ceux qui ont rejoint notre comité de soutien, notre liste de parrainage, au premier rang desquels les anciens présidents du Conseil général du Haut-Rhin, messieurs Gucci, Weber et Büttner, rejoints par beaucoup d'autres, mais qui auraient pu être plus nombreux parmi les élus en place s'il n'y avait pas cette peur généralisée du contre-coup au niveau, par exemple, des subventions qui sont données par celui qui tient la région. C'est ça la démocratie. Nous participons à ces élections parce que si nous n'y étions pas, et ça a été dit, la mort de l'Alsace serait une chose entendue. Aucun autre parti politique n'a rien fait pour sauver l'Alsace comme entité administrative et politique. Unserland, le parti lorrain et le parti des Moselans, nos alliés, sont les seuls partis politiques à avoir tout essayé, y compris le recours au Conseil d'État. Il nous reste à relever le défi de ces élections pour permettre aux Alsaciens de faire entendre leur voix. Nous leur offrons le référendum que Philippe Richert leur a refusé. Nous verrons alors combien d'Alsaciens d'origine ou d'adoption sont prêts à continuer le combat, à refuser un système insensé, une machine infernale qui va nous mener dans le mur. Nous nous compterons et nous saurons combien, avec nous, rejette ce centralisme parisien qui nous étouffe et qui étouffe la démocratie. La démesure de ces nouvelles régions, comme c'est déjà celle des nouveaux cantons en mars, sert à éliminer les petits, les partis sans dents, ceux qui pourtant font entendre un autre son de cloche et qui du coup dérangent. Vont être renforcés encore le PS, les Républicains et leurs supplétifs, les professionnels et les carriéristes de la politique, ceux qui tiennent déjà toutes les manettes et portent la lourde responsabilité de la crise économique, morale, sociétale et culturelle de notre pays. Va être renforcé le FN, le parti épouvantail qui arrange bien les deux autres, mais le plus dangereux pour notre vivre ensemble est le pire ennemi des régions et des spécificités régionales. Mais heureusement, face à Goliath, c'est David qui triomphe. Tous les espoirs nous sont permis. Il suffit pour ça, tout simplement, que les 85% d'Alsaciens qui s'expriment dans les sondages, mais aussi dans la rue, sur les marchés, contre cette réforme, contre cette connerie, pour citer un de nos concurrents, soient cohérents et qu'ils votent non à la caille, oui à nos régions, qu'ils votent Unserland. Il est clair. Depuis des mois, nous dénonçons cette réforme aberrante. Élus, nous travaillerons à empêcher que cette méga-région ne s'incruste, qu'elle prenne racine. Nous travaillerons à détricoter cette chose incohérente, ce monstre antidémocratique et contre-productif. Notre objectif, le retour à notre périmètre historique. Mais nous ne nous contenterons pas d'un simple retour en arrière. Nous voulons une vraie réforme, une remise à plat et un nouveau départ. Dans la durée, avec vous, nous défendrons le principe d'une région autonome avec un vrai pouvoir décisionnel et un vrai budget, comme cela vous a été présenté précédemment. Savez-vous quel sera le budget accordé à la mégalo-région, grande comme 2 fois la Belgique? Notre voisine, le Bade-Wurtemberg, dispose d'un budget de 42,1 milliards d'euros. Nous, ce sera 2,3 milliards d'euros. D'ailleurs, additionner le budget de l'ensemble des 13 régions, ça sera
25,5 milliards, à peine plus que la seule Catalogne, qui dispose de 23,3 milliards pour elle. Et on nous parle de décentralisation. Das ist richtig zum Himmel. Peu de moyens, mais beaucoup d'élus. 169 conseillers régionaux. Vous imaginez une assemblée avec 169 personnes et vous pensez vraiment qu'il faille autant de monde pour débattre des quelques compétences accordées à la région et gérer le modèle consenti par l'État? Les futurs élus vont surtout représenter les partis parisiens à qui ils devront leur élection. Sauf ceux qui seront élus sur notre liste, ils vont tous représenter les positions soit du PS, soit des Républicains ou de leurs supplétifs, soit du FN. Vous savez, il serait une trentaine, ça suffirait amplement. Les réunions seraient plus faciles à organiser et surtout, quelle économie! Savez-vous combien cette méga-région va nous coûter rien que pour les indemnités des 169 futurs conseillers régionaux? 1,3 million en plus. 1,5 million. Leur indemnité est calculée sur le nombre d'habitants. Les conseillers régionaux en Alsace touchaient 1 900 € grosso modo. Ils vont passer à 2 600 €. Voilà, tout simplement. Cela peut expliquer certaines motivations et certains repositionnements. C'est en effet une bonne aubaine. Mais cette augmentation qui a été validée par nos députés, attention, ce sera tous les ans 1,5 million € en plus à la charge du contribuable, qui subira également les frais de déplacement pour une réunion à Reims ou Châlons-en-Champagne ou Troyes, et les nuits d'hôtel, parce qu'on ne pourra pas forcément faire le retour dans la même journée. Pourtant, il me semble qu'on a invoqué des économies en milliards pour expliquer cette réforme. Clairement, elle contribue en premier lieu à l'enrichissement de nos élus. C'est ça la République. Dans le même temps, elle pénalise déjà nos petites entreprises locales. Un premier exemple. Pour faire imprimer nos documents de campagne, pour la campagne officielle, nous avons voulu faire travailler les imprimeurs locaux, ceux qui ont édité nos documents pour les départementales, par exemple. Eh bien, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas accepter le marché. Les quantités sont trop énormes. Et nous ne pourrons certainement pas non plus imprimer les futurs magazines de la méga-région. Il y a vraiment de quoi être inquiet. La méga-région ne va-t-elle pas tout simplement favoriser les grands groupes économiques et oublier les petits? Pourtant, ceux-là qui font vivre le tissu local. La même question se pose au niveau de nos associations, et notamment des petits clubs sportifs. Comment, par exemple, feront-ils face, ne serait-ce qu'au coût de déplacement? Nous craignons qu'au lieu de nous sortir du marasme, cette réforme ne nous y plonge encore plus profond. Et le bilan des élus alsaciens depuis les dernières décennies est déjà très très négatif. Le chômage en Alsace augmente plus vite que la moyenne nationale. Il dépasse les 10%. La langue régionale, pourtant un atout économique autant que culturel, est en constat recul. Qu'ont fait nos élus pour défendre l'accès aux émissions en Elsässer-Ditch sur les ondes hertziennes de la radio publique? France Bleu Alsace, nix ganz genau. Ont-ils fait valoir auprès du CSA le droit des Alsaciens à une radio et à une télévision réellement régionale, c'est-à-dire bilingue, à l'instar de Radio Frequenze More ou de TV Stella en Corse, où les langues régionales et nationales cohabitent harmonieusement et à la satisfaction générale? Pourtant, ces esprits de la Charte européenne des langues régionales et minoritaires, dont tout le monde parle, mais que personne n'imagine mettre en application à quelque niveau que ce soit. Que font-ils? Qu'ont-ils fait, nos élus, pour exploiter le potentiel touristique de nos dizaines de châteaux en ruine qui doivent aux associations et aux bénévoles de ne pas disparaître sous la végétation et de ne pas se délabrer davantage? Pourtant, il y a là un fort potentiel de développement économique et du travail pour nos nombreux chômeurs ou bénéficiaires des minima sociaux. Mais là, effectivement, avec le cloisonnement des compétences, il n'y a pas moyen de mettre en œuvre un projet
qui sera possible lorsque notre région sera autonome et que les pouvoirs permettront vraiment un travail en synergie. Nous voyons combien les choses se passent de l'autre, comment les choses se passent de l'autre côté du Rhin, dans les Länder allemands ou les cantons suisses. Nous avons eu la démonstration de ce qui se passe dans les régions autonomes en Italie. Quelle frustration pour nous. Nous avons l'exemple concret de régions autonomes, aptes à décider pour elles-mêmes, sans dépendre pour tout et n'importe quoi de la capitale. La Sarre, toute petite région par la taille, vient de décider que sa population sera bilingue français-allemand en 2043. Et elle va s'en donner les moyens. Pendant ce temps, chez nous, il n'y a plus que 3% de nos enfants qui parlent la langue de leurs grands-parents. Dans le Bade-Württemberg, à Bâle, le chômage plafonne à 4%. Et nos enfants n'auront pas accès aux postes qui sont libres là-bas parce qu'on ne nous a pas donné les moyens de vraiment bien leur transmettre la langue régionale. Nos voisins, mais aussi notre histoire, nous prouvent qu'un autre fonctionnement est possible. Nous avons eu notre propre Parlement il y a un siècle. Cela a été le fruit du combat des autonomistes qui nous ont précédés. Notre combat, aujourd'hui, nous l'inscrivons dans cette continuité et nous l'inscrivons dans la durée. Première étape, les 6 et 13 décembre prochains. Mais de notre score va dépendre la suite. Le secrétaire d'État, André Vallini, nous l'a dit. À Paris, on regardera attentivement le score d'Unserland. S'il est ridicule, c'en sera définitivement fini de l'Alsace. Tant pis pour les Alsaciens, l'affaire Elsässerung sera achevée. Par contre, et c'est ça qui va arriver, si nous rassemblons sur notre liste les Alsaciens qui, dans les sondages ou dans la rue, s'expriment contre la méga-région, la réforme est morte. Et ce sera à nouveau vive l'Alsace. Elsass frei. L'avenir est entre nos mains, l'avenir est entre vos mains, pour nos enfants et pour ce qu'on doit à ceux qui nous ont précédés dans l'histoire. Merci Philippe.